C'est du mensonge que de dire que c'est de l'application du droit européen que de faire des choses aussi dégueulasses. Nous sommes rassemblés ici pour dire non. Non à la lâcheté, non au mensonge et non à la pollution du bassin d'Arcachon. Cela, nous avons choisi de le faire en rendant hommage à un homme. Un grand homme qui en son temps a su dire non à l'ignorance, non au fascisme. Un grand serviteur de l'État qui a su dire non à la répression aveugle et lutte sociale. Et surtout ici, un esprit éclairé qui avait perçu toute la fragilité du bassin d'Arcachon. Il avait su imposer aux élus de l'époque un minimum de respect pour ce territoire en les contraignant à construire un réseau d'assainissement. Le principe du zéro rejet dans le bassin d'Arcachon était né. Merci M. Gabriel Delaunay. Merci pour ce si précieux héritage. Merci d'avoir su si brillamment nous montrer la voie. Vous avez montré la voie, mais malheureusement aujourd'hui nous devons faire l'amer constat que ceux qui vous succèdent semblent s'être égarés. Que s'est-il passé pour que la protection de notre avenir, la protection de notre territoire ne soit plus qu'un prétexte dépourvu de sincérité dans la bouche de ceux qui ont la prétention de gouverner à notre destinée? C'est pour cela, mes amis, rassemblés ici, pour dire avec force et détermination, non, le zéro rejet dans le bassin d'Arcachon n'est pas une option, c'est une ligne rouge. Non, les puits centenales à répétition ne sont pas des puits centenales. Non, les lois et les directives européennes ne sont pas là pour cautionner l'irresponsabilité des élus, mais bien pour nous protéger de leur inconséquence. Pour protéger les territoires, elles interdisent strictement la pollution des zones sensibles. Alors comme cela semble nécessaire de le rappeler, il y a aujourd'hui un peu plus de 60 ans, un homme a eu la lucidité et le courage d'imposer la voie de la raison. C'est un héritage précieux dont certains semblent avoir perdu le sens. Oh. Tu vas dévoiler. Pardon, désolé. Voilà. Moi, ça fait bientôt 20 ans, d'ailleurs, qu'on se croise. Ça fait bientôt 20 ans que je milite, que je bataille, que je propose que ça soit comme citoyen. Et on s'est retrouvés, je me rappelle, des dernières crises il y a très longtemps sur les déchets de Smurfit à l'époque. Déjà, quand l'ostréiculture était en difficulté, bientôt 20 ans qu'avec ma casquette de conseiller municipal à Arcachon, et je suis bien triste de ne pas voir d'autres d'ailleurs élus municipaux d'Arcachon, hein, avec ma casquette de conseiller régional également depuis plusieurs années, j'ai l'impression qu'on est en train de vivre une époque charnière. Et pourtant on a vécu des crises. Et je me rappelle justement les mobilisations des ostréiculteurs par rapport à ces crises, par rapport à des situations extrêmement complexes. Là j'ai l'impression qu'on est à une période charnière, un point de bascule. Tu faisais référence à Gabriel Delaunay et au progrès qu'il a su amener sur le bassin d'Arcachon. Et bien ce progrès, on est en train de le mettre à mal. Ce progrès, il faut quand même se rappeler les centaines de personnes qui ont été malades. Il faut quand même se rappeler les centaines
d'ostréiculteurs qui sont en difficulté, que ce soit dans leur vie professionnelle ou dans leur entreprise, et tout le tissu économique que ça représente. Les personnes qui régulièrement ont des égouts qui débordent à chaque pluie intense. Tu parlais de pluie décennale, on est bien en deçà de pluie décennale, on est sur des phénomènes qui sont en réalité récurrents. Même si les gens ont honte des fois, parce qu'il faut savoir que les égouts qui débordent chez soi, on n'a pas envie d'aller le crier sur les toits. Mais c'est la réalité d'un bon nombre d'habitants autour du bassin d'Arcachon. Voilà ce que c'est que la réalité du bassin d'Arcachon, et voilà ce que l'on veut cautionner, voilà ce que l'on veut perpétuer. Il s'agit tout simplement d'un droit à polluer, de rendre légal quelque chose qui avait disparu ou qui était très peu significatif, rendre légal tout simplement la pollution du bassin d'Arcachon. Et je crois que le message qu'il faut passer, il est en direction des membres du conseil de gestion qui bientôt vont avoir à se prononcer, et même si c'est un avis simple, même si ce n'est pas un avis conforme, bientôt ils vont avoir à choisir soit le progrès pour aller vers la disparition des pollutions et pour confirmer ces progrès qui ont été initiés par Gabriel Delaunay, soit c'est la mort cérébrale en réalité du parc naturel marin. Qu'ils se rappellent que leur devoir, c'est de protéger le bassin, c'est de prendre soin du bassin et de ses habitants. C'est ça le rôle du parc naturel marin, c'est pas de cautionner le bétonnage, le surtourisme et l'étalement urbain qui amène à toutes ces situations que les habitants du bassin sont en train de vivre, que les professionnels de la mer sont en train de vivre et qui sont appelés à se renouveler si jamais on cautionne une réglementation qui en réalité légalise la pollution. Donc le message c'est ça, c'est ne mettez pas le parc naturel marin en état de mort cérébrale, ayez un sursaut, ne soyez pas sous respirateur assisté par le CIBA. Voilà, réveillez-vous et prenez vos responsabilités, sans quoi le parc naturel marin sera mort et c'est le bassin qui en fera les frais. Bravo. Bien, bonjour à tous, moi je suis Anne Lamboubu, je suis conseillère régionale aux côtés de Vital au sein du groupe écologiste solidaire et citoyen. Je vis de l'autre côté du bassin, donc je complète le propos de Vital tout simplement pour dire qu'effectivement on est très attentif à ce que dira le parc naturel marin, puisque cet avis va conditionner l'ensemble des conséquences de ces arrêtés préfectoraux. Personnellement, je trouve qu'être dans un pays dans lequel un préfet ouvre un parapluie sur la responsabilité pénale des élus, c'est quelque chose qui est extrêmement grave et que je mets en lien avec bien d'autres menaces qui sont faites pour tous les agents de l'État qui sont chargés justement du contrôle de l'environnement aujourd'hui dans notre pays. L'Agence française de la biodiversité est très largement menacée. On a même eu un discours de Premier ministre qui a accusé ces mêmes agents d'avoir commis des violences auprès des agriculteurs, etc. Donc je crois qu'on commence vraiment à entrer dans un monde qui marche à l'envers. Normalement, les élus et l'État sont là pour protéger l'intérêt général de nos concitoyens, être à notre service, et ça veut dire être au service des habitants, ça veut dire aussi être au service de l'environnement, vous savez, ceux qui ne disent rien, la faune, la flore de nos territoires. Et donc nous aimerions par exemple que le parc naturel marin puisse saisir son conseil scientifique. Moi je fais partie des écologistes engagés avant tout pour des questions scientifiques. Je rappelle que l'écologie est une discipline scientifique, je suis moi-même enseignante en sciences politiques et je crois beaucoup à l'objectivité de la science pour défendre l'environnement. On vit aujourd'hui une phase de remise en cause des climato-sceptiques, de l'arrivée de Trump dans de nombreux pays, dans l'Amérique latine, etc., en Europe. Et donc c'est très très grave parce qu'on est en train de saper les bases de la connaissance, de la compétence et donc du vivre ensemble à terme. Et c'est ce qui se passe ici et c'est extrêmement emblématique de tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Donc on vit bien sûr, oui, une phase de transition. Tu disais que c'était un moment assez particulier. Vous voyez bien à quel point notre pays recule sur les engagements environnementaux. Moi je suis très heureuse de voir aujourd'hui qu'il y a des représentants du monde économique, des représentants du monde associatif et de ceux qui défendent l'environnement et
le font le plus souvent bénévolement, avec peu de moyens, en ayant recours au droit, en faisant des pressions sur nos élus, etc. Parce que ça veut dire qu'on peut faire tout ça ensemble. On n'a pas besoin d'opposer systématiquement les activités économiques d'un côté, le social de l'autre et l'environnement comme une troisième roue de la charrette. Donc ça prouve vraiment qu'il y a une voie qu'on peut ouvrir et qui permettrait d'être beaucoup plus positif sur les questions environnementales et d'arrêter le backlash de l'écologie généralisée dans notre pays. Donc merci beaucoup d'être là aujourd'hui, merci à vous et merci d'avoir organisé ce rassemblement. Oui, je voulais vous dire que les associations sont surprises par ce qui se passe. On considère que les administrés sont créanciers d'une obligation de sécurité et une obligation sanitaire. C'est-à-dire que quand on paye un syndicat intercommunal, c'est pas gratuit, vous regarderez vos papiers là. En principe, on est créancier d'une obligation respectée. Elle n'est pas respectée. Elle n'est pas respectée depuis des années, puisque M. Saint-Marcelli, l'ancien président du CIBA, avait annoncé chaque année sur le pluvial, il faudra mettre 8 millions d'euros. On n'en a pas mis 4. Donc évidemment, à ce prix-là, si je puis dire, ça dysfonctionne. Depuis 6 ans que le CIBA a la compétence du pluvial, ça dysfonctionne. Le pluvial, il n'est pas tellement plus important qu'avant. On n'en est pas là. C'est pas, comme ça a été dit par Thierry, c'est pas centenal. C'est pas tous les 30 ans. C'est systémique, puisqu'en 21 déjà, en février, ça débordait, on avait interdit les coquillages, les huîtres, donc c'est pas nouveau. 21, 22, 23, 24, 25. 23, on n'a pas oublié, puisque juste après Noël, on a découvert que les huîtres peut-être étaient problématiques. Et qu'est-ce que ça a fait mal à la profession? Qui a fait du mal à la profession? Un syndicat intercommunal qui n'a pas été capable de tenir correctement son pluvial. Parce que ce ne sont pas les eaux usées qui posent problème, je le redis, il faut être juste. Nous sommes entre 400 et 700 000 l'été, ça ne déborde pas. Je ne dis pas que c'est propre parce qu'on rejette ça au wharf, et quand le vent du sud, et quand les huîtres d'Arguin, et quand le vent est d'est, et d'ouest, et du nord-ouest, etc. Je pense à nos amis de Biscarrosse. La question n'est pas simple, mais on ne peut pas dire ici que ce soit de prime abord les eaux usées qui dysfonctionnent. C'est le pluvial. Donc depuis 21, on sait que c'est le pluvial, on le savait bien avant, puisqu'il y a des documents intra-CIBA qui ciblent les travaux à faire, les faiblesses du système, les canalisations en amiante. Bref, la liste est très longue, c'est une œuvre de spécialité. Ont-ils décidé à ce moment-là d'utiliser des moyens lourds sous contrôle de l'État qui est là quand même pour faire appliquer par le syndicat intercommunal le respect du code de l'environnement? Pas du tout. Et on arrive à 23-24, ça a été très compliqué, notamment pour les métiers de la mer et les humains, pardon. Et on arrive aujourd'hui à l'épilogue, si je puis dire, qui est le début de la catastrophe, c'est-à-dire que l'État, complètement à contre-emploi, dont on pensait qu'il était là pour nous protéger, c'est la contrepartie des impôts que je paye, c'est qu'il nous protège notre environnement, notre biodiversité, ce qu'il y a dans l'eau, la ressource halieutique, les coquillages, etc. Pas du tout, il vient, oui, donner une sorte de blanc-seing, comme je l'ai écrit, préventif, aussi bas, sous-entendu si ça déborde, parce qu'on est suspendu à ça dans notre système, qui croit tout maîtriser, la nature et le reste, parce que la mentalité, on la connaît, on maîtrise tout, sauf que là ça coince. Et comme on a la trouille quelque part d'une nouvelle plainte devant le procureur de Bordeaux, si jamais ça débordait, eh bien pourquoi pas ne pas donner un blanc-seing au CIBA, en lui disant par 2 arrêtés qui vont être négociés devant le parc marin, négocier, discuter pour avis, j'espère conforme, je vais y revenir, eh bien pourquoi pas mettre le CIBA sous le parapluie et pendant ce temps-là, on va faire les travaux tranquillement, comme on ne les a pas commencés en 21, on va les commencer peut-être en 24, 25, 26, et ça va durer je ne sais pas combien de temps. On nous annonce une station d'épuration entre l'Èche-Cap-Ferret et Biganos, c'est hors sujet puisque les eaux usées, ça fonctionne encore. Je sais qu'avec le SCOT, on nous annonce 40 000 personnes de plus, c'est-à-dire qu'au moment où ça fuite de partout, la preuve, sinon on ne serait pas là,
Et le SCOT roule, nous l'avons attaqué, nous, la CEBA bien entendu, on n'est pas les seuls, BAE et combien d'autres, et la CEPANSO. Il se trouve que au moment où ça déborde, eh bien qu'est-ce qui se passe? On charge en démographie, on charge en bétonnage, on a demandé la suspension des autorisations de construire, on n'a pas eu. Le préfet breton dans les Côtes-d'Armor l'avait fait en 2021. Ici, on ne peut pas obtenir ça. Et pourtant, nous avons des centaines de permis par commune délivrés au mépris de la loi littorale et la toupie à béton continue à tourner parce que le CIBA étant maître de la promotion touristique et le saint bénéfice du surtourisme, du Airbnb, de cette espèce d'avalanche qui nous tombe dessus, qui piétine notre environnement. Je sais que tout le monde a le droit de vivre, mais c'est à l'État d'arbitrer ça d'une manière équitable et juste, et en tout cas sécure pour l'environnement. Alors, je voulais vous dire, sans être trop long, pardonne-moi, parce que je suis toujours trop long, il y a quand même quelque chose de grave, c'est que le 15 janvier, le préfet nous annonce par communiqué quelque chose qui est fondé sur la fameuse décision du juge des libertés. Et on arrive en tête de gondole à dire, conformément à la décision du juge des libertés, il faut que soient mises en place des dispositions réglementaires pour autoriser le CIBA à faire déborder ses bassins de sécurité. Comme c'était une évidence qu'il fallait que Titoun, etc., déborde. Bravo les gars, bravo. Vous n'avez rien prévu, vous n'avez pas eu le temps de faire vos travaux, vous êtes complètement sourds, alors que vous êtes perclus de pognon, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, le 15 janvier dernier, le préfet nous annonce à 2 reprises dans ce communiqué qui a mis le feu, et le feu ne s'éteindra pas. C'est-à-dire, oui, le juge a dit que, donc je peux mettre en place des arrêtés qui vont contrôler la manière dont le CIBA va faire déborder ses bassins, et c'est le CIBA qui va se contrôler lui-même, alors que le juge disait c'est l'OFB, j'ai pas besoin de vous traduire, qui doit observer ce qui pourrait déborder, c'est écrit dans une décision du juge. Alors on se sert de la décision pour lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. On se sert de la décision pour faire autrement que ce que fait la décision, en nous faisant croire que c'est ce qui a été prévu. Non, ça n'est pas au CIBA de contrôler la manière dont il va faire déborder, ou non, ces bassins. Il ne faut pas que ces bassins débordent. Et pour arriver jusqu'au bout, bien sûr, le parc marin va se réunir bientôt. Et moi, je vous propose une chose. Je n'y serai pas parce que je vous rappelle que la CEBA et Bassin d'Arcachon Écologie se sont fait virer du parc marin parce que nous étions là pour dire la réalité des choses, parce que nous défendrons toujours l'environnement. Et on l'a défendu tellement bien, sans doute, pardon, et tellement fort, en tout cas, ça c'est sûr, qu'évidemment, la seule solution pour eux, ça a été de nous virer. C'est une belle chose qui m'est arrivée à titre personnel, parce que j'ai toujours dit qu'on était plus efficace à l'extérieur qu'à l'intérieur, tellement le parc marin enfonce des portes ouvertes, fait les réunions avant la réunion, et finalement, on arrive à des choses qui ne sont pas opposables, qui sont des belles phrases, et finalement, on n'a pas changé le monde. La preuve, c'est que si le parc était efficace, on n'en serait pas là. Donc, chers amis, je vous propose que lors du conseil de gestion du parc marin, où certains ici seront, notamment la CEPANSO, Bassin d'Arcachon, non, mais en tout cas, je parle de la CEPANSO et de bien d'autres, essayons au départ d'imposer que ce soit un avis conforme, et essayons de refuser de rentrer dans la procédure d'avis simple, c'est-à-dire s'ils maintiennent l'avis simple au motif que c'est monsieur le préfet qui a demandé l'avis simple, alors que nous, ici, démocratiquement, nous sommes quand même sur notre territoire, et lorsqu'on a lu ces imbécilités qui sont impostures et mensonges dans le communiqué du préfet, je pense que nous sommes recevables à tenir la réunion comme nous l'entendons, et que si jamais il y a un blocage, on va ouvrir les portes, et mesdames et messieurs les journalistes, vous serez là pour écouter chacun, de manière à ce que ce happening apporte quelque chose dans cette espèce de triste épisode. Merci. Alors, excusez-moi, un témoignage du Nord-Bassin. En fait, en 1917, Paul Lecourt descend le canal des Landes, des étangs, en canoë canadien et arrive au pré Salé d'Arès.
Et là, coup de foudre, qu'est-ce qui se passe? Ils tombent amoureux du bassin. Comme nous tous ici, si on est là, c'est bien parce qu'on est amoureux du bassin. Et le bassin, tel qu'on l'aime, c'est un bassin qui allie ostréiculture, tourisme, et puis aussi des gens qui sont là pour vivre simplement, et la nature. C'est un peu tout ce qu'ont dit mes petits camarades juste avant moi. Cette qualité de vie, cette beauté, elle a été préservée grâce à l'action de Gabriel Delaunay, il y a quelques 60 ans. Voilà. Et il y a eu d'autres classements, Ramsar, Natura 2000, on a un parc naturel marin, même s'il n'est pas efficace à 100% efficient, voilà. On a un parc ornithologique, on a des aires pédagogiques, des aires marines pédagogiques. Donc il y a plein d'instruments pour protéger cette beauté. Et là, brusquement, on aurait un arrêté qui foutrait tout en l'air, parce que c'est ça. Hein, ça va tout foutre en l'air. Qu'est-ce qui va se passer pour nous? Quel impact pour les gens du Nord-Bassin? Au Nord-Bassin, il faut savoir que l'eau met 3 semaines à se renouveler. Et là, on a 3 bassins de sécurité, on a Lège, on a Titoune, on a Audange. Ça veut dire que si on leur donne l'autorisation de déborder, comme ça s'est passé, on aura légalement les pieds dans la. Ça veut dire aussi que les longe-côtes, les kitesurfers, parce que c'est l'hiver, les gamins qui jouent sur la plage, les touristes, les amateurs, les ornithologues, sans parler des oiseaux, tout ça vivront dans une atmosphère polluée et les gastro-entérologues feront fortune, ça c'est sûr. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme ça? Eh bien en fait, il y a des solutions. Ces solutions, elles sont en train d'expérimenter à Andernos, hein, puisqu'on a donc on va recalibrer les méandres du bétail pour absorber l'eau de pluie. Ça va prendre du temps. Il y a d'autres solutions fondées sur la nature qui ont été étudiées par le ministère de l'écologie. Il y a eu en mai dernier une conférence là-dessus. Mais le temps que ces solutions soient opérationnelles, nous on demande au Nord-Bassin comme au Sud un moratoire sur l'urbanisation. Il faut arrêter de construire, c'est le seul moyen de pouvoir faire que l'eau de pluie rentre dans la nappe phréatique ou ne déborde pas dans nos eaux usées.